hein, bienvenue, on est avec Youssef Swat. Vous l'avez reconnu, l'oiseau, on est au réservoir bar comme sur le reportage. On vous mettra le lien en dessous dans la description pour que vous le découvriez. Youssef, ça va? Ça va très bien et toi? Bah ça va, écoute. Ça va, merci de l'invitation. Bah merci de nous recevoir. Le confinement, s'est passé comment? Écoute, moi franchement, pas trop à plaindre, hein. Je t'avoue, j'étais bien entouré, bien comme il faut. Je suis pas à plaindre, j'ai bien vécu ça plus ou moins, je pense. On va essayer de commencer un peu, on va retracer un peu ta carrière. Moi, je me souviens, je suis en 2013, je suis devant mon PC, je joue sur YouTube, et là, je tombe sur un freestyle dans le G100 à tourner. Ouais, Je pense que c'était pour l'album Abyss de Scylla. exact. Et là, il y a un gosse de 14 ans qui débarque. Comment ça s'est fait? Ce truc-là, c'était vraiment incroyable parce que c'est clair que c'est ce qui a vraiment enclenché énormément de choses derrière, tu vois, dans mon évolution et dans le boom que ça a fait à ce moment-là. En fait, on avait fini les cours. Et j'étais avec mon pote Younes à l'époque et il me disait ouais il y a Scylla qui vient faire des dédicaces pour la sortie de son album chez J-Sound et tout et moi je lui dis non c'est mort j'y vais pas il faut que je rentre à la dalle sinon tu vois c'est bien mon père et tout il me dit t'étais où et Younes il me dit non mais viens ça tombe tu vas lâcher un freestyle tu sais pas et tout j'étais en mode mais non et tout faut que je rentre j'ai peur et tout machin il me dit vas-y on y va et tu sais quoi il a réussi à me chauffer on est allé chez J-Sound et vas-y, sur un malentendu, tout le monde a commencé à dire vas-y, faites de la place au petit, faites de la place au petit. Je me suis mis, j'ai commencé à freestyler et ouais, ça a démarré plein de choses derrière. Et alors, quelques jours après, parce que après ça, du coup, sur YouTube, t'avais pas chômé parce que t'es le premier MC du concept poignée de punchline de Give Me Five. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, en fait, c'était. À l'époque, j'avais vraiment pas vu le truc venir. C'était même des paroles, je pense, on a tous les deux. Tu vois, encore aujourd'hui, on doit débloquer comment ce concept est parti loin. Mais ouais, en effet, c'était vraiment parti à la base de juste une collaboration avec Give Me Five. En fait, justement, il avait vu le freestyle avec Scylla, tu vois. Et il m'avait contacté. Et moi, c'était un truc de fou parce que forcément, Give Me Five, pour tous les vrais kiffeurs de rap à l'époque et de hip-hop en général, savaient que Give Me Five, c'était, tu vois, une très très grosse référence. Et il m'avait contacté, il m'a dit écoute, je kiffe ce que tu fais, j'ai envie de te donner de la force. Je sais pas encore comment, mais vas-y, on y réfléchit. Un jour, si tu passes à Bruxelles, je te fais un freestyle. Un jour, on savait pas trop, mais il avait envie de donner de la force. Moi, j'étais trop en kiff. Et puis ouais, il y avait eu ce concept qui m'était venu à l'idée. Me dire, vas-y, j'ai envie de dire au public, de me donner des mots, de faire quelque chose et tout. Et du coup, on a bossé là-dessus ensemble avec Give Me Five. La première poignée de punchline, ça m'a fait décoller, mais d'une force incroyable. Et du coup, De Parole, il m'a appelé, il m'a dit, vas-y, tu sais quoi, en fait, là, ça a pris, viens, on en fait une deuxième. J'ai dit, vas-y, je suis chaud. On en a fait une deuxième, et puis on s'est dit, tu sais quoi, en fait, ce concept, il claque, il y a plein d'MC qui pourraient le faire. Et du coup, voilà, ça a démarré comme ça. Putain, de lourd. C'est très, Surtout très qu'en lourd. plus, premier poignet de punchline, je me souviens, ça m'avait sidéré parce que, en soi, moi, je connaissais pas Youssef, j'apprenais à découvrir. Et on me dit, ouais, c'est le futur du rap belge, c'est le futur du rap belge. Et là, je vois le Give Me Five, et à la fin de la vidéo, Ouais, tu termines sur une chaise, tu regardes un peu au loin, en mode je regarde mon avenir, je viens chercher le futur. exactement, exactement. Ben, j'y suis retourné il y a pas longtemps à cet endroit-là en plus pour shooter la pochette de mon album. On le remarque pas trop parce que c'est pas exactement le même angle de vue, mais il nous fallait genre le haut d'une butte ou d'une colline avec juste le ciel derrière. Et du coup, voilà, presque, je sais pas, 7 ans, 8 ans plus tard peut-être, 8 ans presque, on est retourné là-bas pour shooter la pochette. Donc, ouais, question de symbolique, c'était assez fort. Tu viens de tourner, tu l'as dit hors caméra, t'es un vrai tournésien pur et dur. Exact. Elle représente quoi la ville pour toi? Tournai, c'est vraiment une très très grande famille. Tout le monde se connaît, tout le monde s'est déjà vu. C'est une ville où le vendredi, tu n'as même pas besoin de prendre ton téléphone, juste tu pars, tu vas à la place Saint-Pierre, tu vas vers les 21-22 heures et voilà, tout le monde sera là. On n'a pas besoin de dire ouais, on se rejoint et tout le monde est ensemble. Et c'est une ville très, très folklorique. Il y a vraiment un vrai truc. C'est une ville aussi de débrouillard. On n'a pas énormément de moyens, mais on fait énormément de choses. Euh, et voilà, et moi, tu vois, cette grande famille tournaisienne, je veux dire, tous ces gens de Tournai. Et ce qui est vraiment cool, c'est que je peux à l'heure d'aujourd'hui mettre un visage sur tout le public qui m'a donné de la force. Et
Et ouais, pour moi, c'est vraiment la base des bases. Pour moi, c'est cette ville-là. Et même si j'y vis plus maintenant, je continue à m'en inspirer énormément. Et pour moi, je représenterai toujours Tournai avant n'importe quel autre étendard. Et la trilogique. La trilogique, loin d'être trilogique, yeah. La trilogique. Ça allait loin, ça, quand même. La trilogique, ouais, ça allait très loin et ça allait toujours, tu vois, on est toujours très très proche. C'est surtout le fait que on n'a jamais sorti de projet comme très très. Enfin, en tout cas, beaucoup de gens l'attendaient, tu vois. Mais ils sont apparus sur tes projets. Ouais, bien sûr, Sur, ouais, on a fait des morceaux ensemble, pas mal de trucs, des freestyles aussi, tu vois, Ouais. beaucoup de freestyle. Mais j'espère qu'un jour on va sortir un projet, la trilogie. En tout cas, ça continue à bien avancer, tu vois, Benny et Pepito, ils continuent à bien bosser de leur côté, on fait des concerts tous ensemble. Et encore aujourd'hui, tellement moi ça me paraît loin, et encore aujourd'hui, partout, tout le monde parle de la trilogie encore. J'espère qu'un jour on fera un vrai truc, mais en tout cas, déjà jusque maintenant, même nous quand on regarde en arrière, on est trop fiers de ce qu'on a pu accomplir, donc c'est déjà énorme pour nous, tu vois. Œil de bœuf. Oui. Tu les mentionnes souvent dans tes freestyles. Comment tu décrirais ta relation avec eux, comment ça a évolué, Bah, comment vous êtes rencontrés aussi? en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, mais forcément, pas tout le monde, c'est pas très explicite, mais en fait, Œil de Bœuf, j'en fais partie. Donc, bah, en fait, en tout cas sur la longueur et tout, c'est principalement moi et mon meilleur pote et moi, qui s'appelle Léo, et voilà, lui à l'époque, c'était vraiment le premier à me pousser, à me dire vas-y, tac tac, puis on prend une caméra, on fait un truc. C'était le premier à filmer mes freestyles, mes clips, tu vois, mes concerts, il était tout le temps partout. Et puis, en fait, de fil en aiguille, nous, on filmait nos freestyles. Et on se disait, vas-y, tu sais quoi, viens, on commence à filmer aussi les autres MC avec qui on traîne. Tous les freestyles avec la trilogie, tout ça, ça a été fait sous le nom d'Œil de Bœuf, tu vois. Mais ouais, j'en fais partie encore aujourd'hui. Mais maintenant, on essaye de penser les choses un peu plus en grand, on va dire. Donc là, on est en train de prendre le temps, mais on va revenir et faire des plus gros projets, quoi. Et en parlant de projet, ton premier, tu sors, c'est L'Amorce. Comment tu le vis à ce moment-là, quand on est en 2014, t'as quel âge? T'as 15 ans? J'avais 16 ans quand il est sorti, je venais d'avoir 16 ans, je pense. Et du coup, ouais, je l'ai entièrement écrit, produit en 14-15 ans. Et comment on sent quand on sort son premier projet? Franchement, c'était spécial. Je t'avoue, j'étais tellement dans mon délire, dans ma bulle, à enregistrer au studio à l'époque avec des frérots qui s'appelait CNF, un crew de tournée. Le jour où vraiment je me suis pris une claque dans la gueule, c'est quand j'avais demandé à mon meilleur pote Reda d'aller à Bruxelles. On était à tourner, moi j'avais cours, donc je pouvais pas bouger. Je lui ai dit s'il te plaît, va à BX, ramène-moi une valise de CD, je les avais commandés et tout. Mais si j'attendais d'avoir la livraison, je les avais pas à la date de sortie. Donc bref, il est parti me les chercher. Et quand il est arrivé à la gare, je l'ai retrouvé à la gare avec la valise remplie de CD que j'ai ouvert et que j'ai sorti mon projet. Là, T'as réalisé. ouais, quand tu l'as en main, c'est vraiment un délire. Et du coup, Et du coup, après ça, tu dois rentrer à l'école ouais, en avec plus. ce Non, mais projet. en plus, vraiment, c'est vraiment vrai. C'est que à la pause de midi, je suis allé à la gare, j'ai récupéré la valise de Scud, je suis reparti à l'école en bombe et je suis arrivé dans la cour avec ma grosse valise. La première personne qui m'a acheté un CD, tu sais, à l'époque, j'étais au collège, il fallait être en mode vraiment le silence avant de rentrer et tout, donc tout le monde fermait sa gueule. Et au moment où il y a le gros silence, c'est une prof qui était géniale, elle s'appelait Madame Lison, et elle est venue, elle me donnait de la force de fou. Et elle est venue comme ça au milieu de tout le monde dans la cour avec son billet de 10 euros. Elle m'a dit vas-y, je te prends un album. Bam, Yes. et j'étais refait. Yes. Donc, premier album vendu en 10 minutes dans la cour. Conquérir le Je suis professeur. refait, ouais, refait. Et juste après, du coup, Petit Youssef, comment tu le vois? Est-ce que c'est. Pourquoi Petit Youssef déjà? Je pense que c'est à l'époque où je voulais changer de blaze. Je crois que je voulais changer de blaze, je voulais plus m'appeler Swat. Swat, je sais plus. Celui qui veut, il le prononce comme il veut. Et du coup, je voulais genre m'appeler juste Youssef. Après, je me suis dit, ouais, mais Youssef, c'est juste un prénom. Peut-être mettre un truc avant, Petit Youssef. Je sais plus trop. Franchement, je sais plus trop pourquoi je l'ai appelé comme ça. Mais pour moi, ça sonnait bien, tu vois. Ça sonnait bien. J'aimais bien. Et après, tu fais Vers l'infini et au-delà et tout le monde découvre que t'es un fan de Toy Story en fait. Ouais. Mais après, ceux qui me connaissent le savaient déjà bien avant.
Mais ouais, c'est vrai que c'était un titre. En vrai de vrai, cette phrase, cette petite phrase, moi, elle m'évoque énormément de choses. Et elle a plein de symboliques différentes, tu vois, pour moi. Donc ouais, je l'ai choisi, mais vraiment, genre 3 ans avant la sortie de l'album. Je savais qu'il allait s'appeler comme ça. Et ça n'a pas bougé. Et donc j'en suis très content. C'est lequel ton Toy Story préféré? Attention, Franchement, question piège. franchement, de vrai, c'est le 1, tu vois. Je pense vraiment, c'était le. Je sais que c'est difficile, c'est le confinement, tout ça, on n'a pas de droit au contact, mais là je suis obligé, je suis désolé. Non, Toy Story 1, c'est le meilleur, c'est le meilleur. Ouais, c'était une grosse révélation en cassette. En cassette, je m'en rappelle. Mais franchement, pour moi, je t'avoue, album, EP, LP, mixtape, tout ça pour moi c'est la même chose. Chaque projet, tu vois, c'est un aboutissement, c'est un truc travaillé de A à Z. Donc, Et tu es en travaillé vrai, de la même manière? ouais, tu vois, plus ou moins. Ouais, vraiment. En tout cas, chaque morceau, après ma manière de concevoir les projets, elle évolue forcément d'année en année, tu vois. Maintenant, je fais plus ça de la même manière. Moi, je considère chaque projet comme étant, tu vois, un projet à part entière dans mon parcours et dans ce que j'ai accompli. Donc, tu vois, comment dire, c'est pas parce que tu as un artiste qui fait une œuvre d'art, tu vois, au format A4 ou un autre qui te fait un mur, que la valeur de l'œuvre, elle diffère. Pour moi, c'est une œuvre à part entière, on y a mis du cœur et c'est abouti. Donc, ouais, même Vers l'infini au-delà, je le considère comme mon troisième album, moi, personnellement, parce que voilà, il y avait les deux avant et qu'ils ont joué énormément dans la balance, tu vois. Et comment, à cet âge-là, t'avais réussi je sais pas, assembler les morceaux pour créer ces projets? Franchement, c'est toujours un peu en désordre. Je t'avoue, j'ai pas en mode vas-y, j'ai envie de faire un album, j'ai envie qu'il y ait X morceaux, j'ai envie de parler de ça, je veux qu'il y ait tel BPM, telle thématique et tout. C'est toujours au feeling, donc franchement, j'écris des morceaux, je les accumule un peu, et puis voilà, j'ai pas forcément de manière de travailler un peu, tu vois, protocolaire comme d'autres l'ont et qui fonctionnent très bien aussi. Et parfois, j'aimerais avoir cette approche, tu vois. Mais non, c'est plus, franchement, sans trop calculer, j'écris, je fais des trucs, et puis vient un moment où je sens que je suis prêt à sortir un projet, alors je sélectionne les morceaux qui sont pour moi, tu vois, ceux que j'ai envie de partager. C'est un peu comme tes freestyles finalement, t'as un peu t'en balances plein, tu balances ça, Ouais, franchement, après, moi, je suis loin d'être le plus productif du paysage, mais ouais, je fais comme je peux, tu vois, et puis je suis quelqu'un je me prends pas trop la tête, et je sais que des fois, c'est pas forcément à mon avantage tout le temps, tu vois, mais je suis très vite satisfait, en tout cas, de mon taf. Je rentre en studio, voilà, je fais une prise, voilà, c'est bon, quoi, tu vois, j'ai fait le truc, j'ai envie de passer à autre chose, j'ai écrit un texte, tu vois, quand j'écris, limite, ça m'arrive très souvent, tu vois, j'écris et puis je me dis, tu sais quoi, en fait, le truc est cool, bam, je pose mon téléphone, je le filme, je le balance sur les réseaux sociaux, et en 1 heure, j'avais rien, et 1 heure après, il y a le freestyle, alors que ça tombe, j'aurais très bien pu attendre un peu plus, écrire un deuxième couplet, en faire un vrai morceau, en faire un truc. Donc voilà, mais je suis spontané, quoi. Ouais, voilà, exactement, je suis plus dans la spontanéité, et je suis pas assez perfectionniste, et donc c'est pour ça que des fois c'est pas forcément un avantage. Maintenant, justement, le perfectionnisme, moi je le vois très bien avec plein d'artistes que j'ai vu bosser, ou tu vois, les mecs ils vont tellement se prendre la tête sur des petits détails et tout que finalement ça va tout retarder, ça. Mais tu sais quoi, je pense que voilà, c'est deux manières différentes, deux approches différentes, et moi je respecte énormément ceux qui sont très perfectionnistes, ceux qui sont très dans les détails. Tu penses à qui Et comme ça? bah, pour moi, de ceux que je connais, en tout cas dont je connais le fonctionnement, je sais pas, je pense. Un exemple qui me vient en tête comme ça, pour moi, en tout cas sur la longueur, c'est par exemple quelqu'un comme Scylla. Là, on peut parler d'art et de faire une œuvre vraiment, ça veut dire de A à Z, tu sais que ça a été pensé, il est prêt, quoi, tu vois, c'est vraiment quelque chose, il est là, sur mesure, et ça, je trouve ça trop inspirant, tu vois, et c'est quelque chose, voilà, j'essaye de fonctionner comme ça de plus en plus, de perfectionner les choses et tout, parce que c'est vrai que ton album, ton truc, c'est pas comme un concert, c'est là toute ta vie. Je disais tout à l'heure, tu vois, je rentre au studio, je fais une piste, et je me dis, tu sais quoi, c'est bon, c'est la bonne, mais sois sûr de ton coup, parce que les gens, ils vont entendre celle-là 1 million de fois, et il n'y a plus de retour en arrière, tu vois. Ce dernier album, Poussière d'espoir. Ouais, poussière d'espoir. Bah écoute,
Moi je suis content, hein. Je suis très content. C'est sorti dans un contexte un peu spécial, on s'y attendait pas, mais franchement j'ai eu énormément de retours. Je suis trop content tu vois, du projet en lui-même, en tout cas de comment on a réussi à le construire, parce que du coup c'était un projet assez spécial, vu que c'était un projet en commun, entièrement produit par El Gaouli, le beatmaker El Gaouli. Et, euh, et donc je suis trop fier du projet, de voir les retours, les messages des gens et tout. Et franchement, je suis trop serein parce que c'est vrai que forcément, j'avais un peu de pression de me dire que ça faisait bientôt 3 ans en fait que le précédent était sorti, Vers l'infini au-delà. Et donc ouais, je l'ai trop bien senti en fait de le sortir et de voir que voilà, les gens étaient au rendez-vous et que j'ai eu plein de retours. Donc non, moi je suis trop content. Et le confinement, ça n'a pas agi sur la sortie? Forcément, ça a bousculé plein de paramètres. Après, est-ce que c'était négatif ou positif? Franchement, Dieu seul sait, parce que moi j'ai eu des retours, en tout cas, moi j'en suis très content. Ça veut dire que je suis pas en mode ah merde, il est passé inaperçu, ça craint. Non, franchement, j'ai eu énormément de retours et ça a largement dépassé mes attentes. Mais je sais pas, tu vois, ça tombe, bah ouais, s'il n'y avait pas eu le confinement, j'aurais eu 1000 fois plus de résultats, j'en sais rien. Ou ça tombe, si ça tombe, j'aurais rien eu. Tu vois, sans le confinement, par exemple, le fait que, je sais pas, les gens étaient chez eux, euh, je sais pas, je sais pas. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est que je suis très content et que, voilà, si c'était à refaire, je le referais. Franchement, moi, le concert live, c'était le plus gros, la plus belle idée que j'ai jamais eue, je pense. Ça a donné un gros boom. Et, euh, et en fait, ouais, c'est vraiment ce jour-là, je me suis rendu compte que, ok, les gens étaient là, mais c'était un truc de fou. Même encore aujourd'hui, je réalise pas. El Gaoli, il a fait toutes les prods de ton album Poussière d'Espoir. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Alors avec El Gaoli, on s'est rencontrés en 2017 à un concert. Ce qui est marrant à Paris, tu vois, en fait, le truc, c'est que je connaissais son taf déjà quelques années avant de le rencontrer, tu vois. Et je le voyais sur plusieurs albums que j'écoutais et tout, tu vois. Je kiffais ses prods et un jour j'avais voulu lui envoyer un message et je me rappelle qu'à la dernière minute j'ai effacé le message en mode il est trop loin, tu vois, il va pas me répondre, il va pas bosser avec un petit artiste de rien du tout et tout. Vraiment, genre, à l'époque, voilà, j'avais pas beaucoup d'audace. Je me suis retrouvé à Paris pour un concert, je l'ai rencontré là et on a discuté pendant un bon moment sans en fait que moi je sache que c'est lui, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, pile au moment où j'ai fait tilt, je lui ai dit franchement, je kiffe trop tes prods, j'aimerais vraiment, ce serait un honneur, tu vois, d'en écouter et tout. Et la semaine d'après, j'étais dans son studio. Franchement, à la base, on était juste en mode vas-y, on écoute les prods. Moi, je fignolais, j'étais en train de terminer mon précédent album à ce moment-là. Donc j'étais en mode, j'écrivais pas trop et tout. J'étais vraiment à fond sur la prod et tout. J'étais en mode, ouais, une prod, deux prods, j'ai écrit. On avait 3 4 10 morceaux qu'on a cumulés comme ça ensemble. Et de fil en aiguille, on s'est dit, tu sais quoi, viens, on fait un vrai projet, un vrai truc. Et voilà, on a tout construit, ouais, de A à Z ensemble. Après, il y a eu quelques intervenants. Le premier morceau, c'est un poteau à lui qui s'appelle l'Arménien, qui est un grand poteau à moi aussi, tu vois, mais que j'ai rencontré via El Gaouli. Et voilà, on a bossé sur plein de trucs. Il y a des featuring aussi sur l'album. Donc je suis très content. On a réussi à vraiment, à deux, fédérer une bonne énergie autour du projet. C'était différent par rapport à vers l'infini et au-delà? Ouais, c'était clairement différent parce que vers l'infini et au-delà, j'avais moins ce truc de faire chaque morceau sur mesure, pas forcément juste sur les arrangements, tu vois, mais vraiment dans l'écriture, la conception du projet et tout. Là, c'était assez spécial et j'aime beaucoup cette manière de travailler, tu vois. Vers l'infini et au-delà, c'était assez. J'ai pas forcément rencontré tous les beatmakers, mais c'est deux approches différentes, donc ouais, c'est différent. Bien, merci beaucoup pour ton temps. Juste avant qu'on se quitte, j'ai une dernière question pour toi, c'est si tu devais choisir une seule punchline que toi tu as écrite pour résumer ta carrière, ce serait laquelle? Euh, c'est une très bonne question. Alors, franchement, ouais, moi, c'est une phrase que j'aimais beaucoup, je sais même plus d'où elle m'est venue, mais c'était à quoi ça sert de faire des rêves si tu n'en réalises aucun? Et j'en suis content parce que c'est une phrase que j'écrivais très naïvement quand j'avais 14 15 ans. On en a fait des t-shirts. Et,
Et aujourd'hui, j'en suis. Ouais, je suis toujours dans la même mentalité, la même optique. J'aimerais vraiment beaucoup avoir 16 ans toute ma vie, avoir 14 ans toute ma vie, pour pouvoir prouver au monde que, voilà, à 15-16 ans, on peut faire des grandes choses. Et au-delà de le prouver au monde ou de le prouver aux adultes, c'est surtout de le prouver aux jeunes. Parce que, ouais, on se disait souvent, on fera ça quand on sera grand, on fera ça quand on sera grand. Non, tu sais quoi, fais-le maintenant, tu vas voir, c'est la même chose et c'est même mieux. Et tu vas gagner du temps. Donc ouais, c'était surtout dans cette mentalité-là. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir reçus un jour. Merci à vous, Super merci interview. beaucoup. Force, la classe. Merci. Super, merci beaucoup.